Ils ont exigé que j'abandonne ma carrière pour être une nounou à domicile non rémunérée pour le 4e bébé de ma sœur. Quand j'ai refusé, ils ont volé mon identité. Maintenant, j'expose leurs mensonges. Mon nom est Valérie. J'ai 33 ans et ma famille considère mon indépendance comme une insulte absolue. Je veux que vous pensiez à ce que devrait être une famille dans un monde normal. Pour la plupart des gens, une famille est un filet de sécurité. C'est un endroit où vous êtes aimé pour le simple fait d'exister, où vos réalisations sont célébrées, et où vos limites sont respectées. Mais dans la famille, l'amour a toujours été une monnaie d'échange, et j'étais toujours celle censée payer la facture. J'ai appris très tôt que ma valeur était directement liée à mon utilité. Je travaille comme directrice des opérations d'urgence pour un grand réseau d'hôpitaux pédiatriques. C'est une carrière exigeante à enjeux élevés. Ma vie quotidienne est régie par des protocoles stricts, la gestion de crise et la prise de décision en une fraction de seconde qui ont une réelle importance. Je gère les pénuries de lits, les déroutements d'ambulances et les pannes de courant des installations. Mon cerveau est câblé pour la structure et la logique. À cause de cela, ma propre vie est incroyablement organisée. J'ai un bel appartement calme, un compte d'épargne solide et une routine paisible. Donc, chaque fois que j'étais obligé d'assister à l'un des rassemblements de ma famille, le chaos absolu de leur vie me donnait l'impression d'entrer dans un bâtiment en feu où tout le monde se plaignait de la chaleur, mais refusait activement d'utiliser un extincteur. C'était un dimanche après-midi au début du printemps. L'air était chaud et l'odeur du liquide allume-feu bon marché et de la viande grillée flottait lourdement dans l'arrière-cour de la maison de banlieue de mes parents. Nous étions réunis pour un barbecue familial. Ou du moins, c'est ce que prétendait le message texte de groupe. Je me tenais près du bord du patio, tenant un gobelet en plastique de thé glacé, regardant la représentation familière et épuisante se dérouler. Ma mère Sylvia et mon père Roland rôdaient. Ils rôdaient toujours, mais jamais autour de moi. Tout leur univers gravitait autour de ma jeune sœur, Bianca, et de son mari, Marcus. Bianca avait 29 ans, l'enfant adoré incontesté de la famille. Elle était assise dans une chaise de patio rembourrée à l'ombre, se plaignant de l'humidité, pendant que mes parents la traitaient comme si elle était une pièce de royauté fragile tenant court. Marcus se tenait à côté d'elle, faisant défiler son téléphone, complètement déconnecté de son environnement. Pendant ce temps, les 3 enfants de Bianca, Clara, Julian et Hazel, déchiraient la cour comme des animaux sauvages. Clara, qui a 7 ans, criait après Julian. Julian, qui avait 5 ans, frappait le chien de la famille avec une batte de baseball en plastique. Hazel, âgé d'à peine 3 ans, s'éloignait dangereusement près du grill chaud pendant que ses parents ne faisaient absolument rien pour intervenir. Il restait simplement assis là, ignorant le chaos qu'ils avaient créé. Cette dynamique était toute mon enfance résumée en un seul après-midi. En grandissant, j'étais ce que les psychologues appellent un enfant de verre. J'étais la responsable, la silencieuse, celle qui ne nécessitait aucun entretien. Parce que je ne demandais jamais d'attention, mes parents supposaient que je n'en avais simplement pas besoin. Chaque once de ressources émotionnelles et financières allait directement à Bianca. Si Bianca échouait à un cours, elle avait un tuteur privé et un discours d'encouragement. Si j'obtenais une note parfaite, j'étais accueilli par un signe de tête distrait. Quand j'ai eu 16 ans, ils ont complètement oublié mon anniversaire parce que Bianca avait eu une rupture mineure avec un petit ami du lycée et avait besoin d'être consolée avec un week-end de shopping. En vieillissant et en établissant ma propre vie, mon rôle est passé de l'enfant invisible au plan de secours d'urgence. J'étais celle qu'ils appelaient quand Bianca maximisait ses cartes de crédit et avait besoin d'argent pour le loyer. J'étais celle censée annuler mes plans du week-end quand Marcus décidait qu'il voulait partir en voyage de golf et que Bianca prétendait qu'elle ne pouvait pas gérer ses propres enfants seule. Mais au cours des 2 dernières années, j'avais commencé à prendre du recul. J'ai arrêté de répondre au téléphone à la première sonnerie. J'ai arrêté d'offrir ma carte de crédit. J'avais construit un mur invisible massif entre ma paix durement gagnée et leurs urgences constantes auto-infligées. Alors que je me tenais là sur le patio, regardant Julian jeter une poignée de terre dans les cheveux de sa petite sœur, j'ai senti un œuf froid familier se resserrer dans mon estomac. Personne n'organise un barbecue familial obligatoire un dimanche après-midi juste pour manger des hot-dogs bon marché. Il y avait un programme caché. Je pouvais le voir dans la façon dont ma mère n'arrêtait pas de me regarder du coin de l'œil, m'évaluant, vérifiant si j'étais d'humeur docile. J'ai pris une gorgée lente de mon thé, me préparant. Je ne savais pas exactement ce qu'ils allaient demander,
mais je savais sans l'ombre d'un doute que j'allais être celle censée payer le prix ultime pour le gâchis qu'ils avaient fait cette fois-ci. Le bruit chaotique de l'arrière-cour est soudainement devenu un silence de mort alors que ma mère frappait fort dans ses mains. Sylvia avait toujours besoin d'un public captif avant de livrer ses répliques. Elle se tenait à côté de Bianca et Marcus. Un sourire massif et peu naturel était plaqué sur son visage. Elle a regardé autour d'elle pour s'assurer que chaque personne prêtait attention. « Écoutez tous », a annoncé ma mère, sa voix trop forte et théâtrale. Bianca et Marcus ont de très merveilleuses nouvelles à partager avec la famille aujourd'hui. J'ai posé mon gobelet en plastique sur une table de patio à proximité et j'ai croisé les bras. Bianca s'est levée lentement, plaçant délibérément une main sur son ventre parfaitement plat. Elle a regardé autour de la cour pour s'assurer que tous les yeux étaient fixés sur elle. Marcus a bombé le torse, ayant l'air incroyablement fier de lui pour absolument aucune raison logique. « Nous sommes de nouveau enceints », a déclaré Bianca, rayonnant d'un sourire éclatant. Le bébé numéro 4 arrive en novembre. Ma mère a haleté dramatiquement comme si elle n'avait pas secrètement comploté cette annonce pendant des semaines. Elle a jeté ses bras autour de Bianca, l'embrassant sur la joue pendant que mon père s'avançait pour donner à Marcus une poignée de main ferme de félicitations. Il y a eu des acclamations dispersées, des applaudissements et une atmosphère de célébration d'une douceur écœurante. Je suis resté là, poli mais figé sur place. 4 enfants. Ils ne pouvaient déjà pas se permettre ou gérer émotionnellement les 3 qu'ils avaient actuellement. Marcus rebondissait entre des emplois de vente temporaire et le chômage. Et les tentatives à temps partiel de Bianca de vendre des couvertures de bébés faites à la main sur Internet couvraient à peine son habitude quotidienne de café coûteux. Ils croulaient sous les dettes. Leurs enfants manquaient de discipline de base, et leur solution était d'amener un autre être humain dans ce gâchis. J'ai forcé un sourire crispé, pleinement préparé à offrir des félicitations génériques standards et à partir dans les 30 prochaines minutes. Mais ensuite, le scénario s'est inversé d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Ma mère s'est éloignée de Bianca, a essuyé une larme complètement inexistante de son œil et s'est tournée directement vers moi. L'expression chaleureuse de grand-mère a instantanément disparu de son visage. Elle a été immédiatement remplacée par le regard vif, autoritaire et intransigeant qu'elle utilisait chaque fois qu'elle donnait des ordres qu'elle s'attendait à voir suivis aveuglément. « Valérie », a dit ma mère, s'avançant vers moi, coupant à travers les applaudissements persistants. Tout le patio est devenu un silence de mort. Nous avons discuté et nous avons tout réglé pour le nouveau bébé. J'ai senti les poils de ma nuque se dresser. Nous, ai-je demandé, gardant ma voix soigneusement neutre, refusant de lui donner un pouce de réaction émotionnelle. Oui, a continué ma mère, agitant la main d'un ton dédaigneux comme si ma contribution était tout à fait hors de propos. Bianca va avoir besoin d'une quantité massive de repos. Sa grossesse va être très stressante, et Marcus travaille si dur pour subvenir aux besoins. Vous savez exactement à quel point 3 enfants sont exigeants, sans parler de 4. Elle s'est arrêtée, me regardant avec attente, attendant que j'acquiesce de la tête comme un bon serviteur obéissant. Je n'ai pas bougé un seul muscle. Je l'ai simplement fixé. Alors a souri ma mère, un étirement froid et serré de ses lèvres qui n'a pas atteint ses yeux. Le bail de votre appartement est à renouveler à la fin du mois prochain, n'est-ce pas? Nous avons décidé qu'il est plus logique que vous ne le renouveliez pas. Bianca a cette chambre d'amis dans son sous-sol. Vous allez faire vos valises et emménager avec eux. L'air dans mes poumons s'est simplement évaporé. Je l'ai regardé, attendant la chute, attendant que quelqu'un rie et dise que c'était une terrible blague, mais son visage était complètement et terriblement sérieux. Vous vivrez sans payer de loyer, bien sûr, a ajouté généreusement ma mère, comme si elle m'offrait un billet de loterie gagnant. En échange, vous serez là pour préparer les enfants plus âgés pour l'école tous les matins, vous occuper de la cuisine et du nettoyage quotidien, et prendre toutes les équipes de nuit quand le nouveau bébé arrivera pour que Bianca puisse enfin dormir un peu. C'est la solution parfaite pour tout le monde. Vous êtes célibataire. Vous n'avez pas encore de famille à vous, et franchement, ce sera un excellent entraînement pour vous si vous réussissez un jour à vous installer. J'ai regardé de ma mère à Bianca, qui hochait la tête dans un accord enthousiaste, puis à Marcus, qui souriait comme s'il venait d'obtenir une femme de ménage gratuite à temps plein. Il s'était en fait assis dans mon dos, avait discuté de ma vie privée, de ma maison et de ma carrière exigeante, et avait décidé qu'ils avaient le droit absolu de me réaffecter. Ils voulaient que j'abandonne le bel et calme appartement pour lequel je travaillais 70 heures par semaine.
Il voulait que j'emballe toute ma vie indépendante et que je déménage dans un sous-sol humide et inachevé pour être une nounou non rémunérée disponible 24 heures sur 24. Avant même que je ne puisse assimiler l'audace absolument ahurissante de la demande, mon père a pris la parole. Roland utilisait toujours une voix grave, calme et rocailleuse quand il voulait avoir l'air intimidant et mettre fin à toute dispute potentielle avant qu'elle ne commence. C'est une affaire conclue, Valérie, a déclaré mon père, croisant les bras sur sa poitrine. La famille intervient quand la famille a besoin d'eux. Vous avez la vie incroyablement facile en ce moment. Il est temps que vous fassiez votre part et aidiez votre sœur. Ne rendez pas cette transition difficile pour tout le monde. Nous avons besoin que vous fassiez ce qu'on vous dit. Il ne demandait pas une faveur. Il donnait un ordre militaire. Il me regardait non pas comme une femme professionnelle de 33 ans, mais comme une ressource publique, un atout qu'il possédait et pouvait déployer chaque fois que les mauvais choix de vie de Bianca nécessitaient un filet de sécurité. J'ai regardé les trois adultes debout devant moi, si complètement déconnectés de la réalité, si profondément convaincus d'avoir des droits sur mon existence, et j'ai senti quelque chose au fond de ma poitrine se briser enfin. Le silence sur le patio a semblé s'éterniser pendant des heures. Chaque œil dans l'arrière-cour était braqué sur moi. Ils attendaient que je baisse la tête. Ils attendaient que la culpabilité familière m'envahisse, que le conditionnement psychologique de toute une vie se déclenche et force le mot oui à sortir de ma bouche. Ils s'attendaient à ce que je ravale ma fierté, sacrifie mon avenir et les remercie pour l'opportunité de servir. Au lieu de cela, j'ai regardé directement dans les yeux de ma mère. Non, ai-je dit. C'était juste un mot. Il a été prononcé doucement, mais il était tranchant comme un rasoir, portant assez de poids pour briser la bulle délirante qu'ils avaient construite autour d'eux. Ma mère a cligné des yeux rapidement, son sourire poli et exigeant vacillant. « Pardon » a-t-elle demandé, se penchant légèrement en avant comme si elle m'avait vraiment mal comprise à cause du bruit du vent. J'ai dit non, ai-je répété, ma voix ferme, complètement dénuée d'émotion. Je n'annule pas mon bail. Je ne déménage pas dans le sous-sol de Bianca. Et je ne deviens absolument pas une nounou à domicile non rémunérée pour ses enfants. Ce n'est pas ma responsabilité. La réaction a été instantanée et explosive. Le visage de Bianca s'est tordu en une grimace laide et furieuse. Elle est sortie de derrière notre mère, ses mains posées agressivement sur ses hanches, abandonnant complètement le numéro de la femme enceinte fragile. « Tu te moques de moi en ce moment, Valérie » a craqué Bianca, sa voix montant à un ton aigu et perçant. « Je suis enceinte. Je suis épuisée. Tu n'as littéralement rien qui te retient. Tu es assise dans un bureau toute la journée et tu rentres chez toi dans un appartement pathétique et vide. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre de ta vie? Tu devrais considérer cela comme une faveur. C'est un entraînement pour quand tu réussiras enfin à trouver un homme qui pourra te tolérer. » L'audace pure et sans filtre de ces mots flottait dans l'air. Elle essayait en fait de m'insulter pour me soumettre. Elle pensait que ma carrière, mon indépendance financière et ma paix durement gagnée étaient pathétiques simplement parce qu'elle ne la servait pas. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas fait de crise de colère ni essayé de défendre mes choix de vie. Je l'ai juste regardée avec une pitié pure et non frelatée. Ma vie est pleine, Bianca, ai-je dit calmement, m'assurant que chaque mot atterrisse parfaitement. Et mon appartement est vide parce que je l'ai prévu ainsi. J'apprécie le calme. Si toi et Marcus ne pouvaient pas vous permettre ou gérer 4 enfants, vous n'auriez pas dû créer un 4e enfant. Votre manque total de planification ne constitue pas une urgence de ma part. Je ne paierai pas pour vos erreurs avec ma vie. Marcus s'est avancé, son visage virant à une teinte rouge de colère. Ne parle pas à ma femme comme ça. Il a pointé un doigt menaçant vers moi. Tu es complètement égoïste. Nous t'offrons une place dans notre maison et c'est ainsi que tu nous remercies. La voix grave de mon père a coupé le bruit, tentant de reprendre le contrôle. Assez. Valérie, tu embarrasses cette famille. Tu feras tes valises le mois prochain. Tu emménageras dans ce sous-sol et tu aideras ta sœur. C'est la fin de cette discussion. Tu n'as pas le droit de t'éloigner de nous. Il m'a regardé avec ce vieux regard furieux familier. Le même regard qui me faisait me recroqueviller sur moi-même quand j'étais une petite fille terrifiée de 10 ans. Mais je n'avais plus 10 ans. J'étais une femme qui gérait des crises hospitalières massives pour gagner sa vie. Je gérais des chirurgiens hurlants et une logistique de vie ou de mort. Un père déçu faisant une crise de colère dans une arrière-cour n'avait absolument plus aucun pouvoir sur moi.
En fait, Roland, ai-je dit, regardant ses yeux s'écarquiller de choc pur alors que j'utilisais son prénom pour la première fois de ma vie. La discussion s'est terminée au moment exact où j'ai dit non. Je rentre chez moi maintenant. Je me suis retourné, j'ai pris mon sac à main sur la chaise de jardin et j'ai commencé à marcher vers le portail en bois latéral. Si tu franchis ce portail, tu tournes le dos à cette famille, a hurlé ma mère, sa voix se brisant de désespoir et de rage. Tu vas le regretter, Valérie. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas regardé par-dessus mon épaule. J'ai poussé le portail pour l'ouvrir, j'ai marché jusqu'à ma voiture et je suis parti sans me retourner. Cette nuit-là, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. C'était un assaut implacable et coordonné de messages textes. Ma mère m'a envoyé des paragraphes massifs sur la façon dont j'avais brisé son cœur, sur la façon dont j'étais une sœur froide et contre nature qui manquait d'empathie humaine de base. Marcus m'a envoyé un message m'appelant une femme de carrière arrogante qui mourait seule avec son argent. Bianca m'a envoyé un long message vocal pleurant de façon hystérique, affirmant que le stress que je causais allait blesser son bébé à naître et que ce serait entièrement ma faute. Je me suis assise sur mon canapé dans mon appartement calme, propre et parfaitement paisible, lisant chaque mot. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je n'ai pas essayé de me défendre ou d'expliquer ma version. Je savais que répondre ne ferait que leur donner les munitions émotionnelles dont ils avaient envie. Dans leurs esprits tordus, ils étaient les victimes ultimes, et j'étais la méchante cruelle qui leur avait refusé le travail gratuit auquel ils avaient droit. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux, je me suis versé un verre d'eau froide et je suis allé me coucher. Je pensais que le pire était passé. Je pensais qu'en m'éloignant, j'avais tracé une ligne permanente dans le sable qu'ils finiraient par respecter par pure gêne. J'avais totalement tort. J'ai gravement sous-estimé les profondeurs terrifiantes de leurs sentiments d'ayant droit. Ils n'allaient pas accepter mon refus. Au lieu de cela, ils allaient essayer de me forcer la main de la manière la plus ignoble et illégale possible. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans mon propre lit, enveloppé dans une courte pointe lourde et confortable, écoutant le bourdonnement calme et constant de ma climatisation. C'était un lundi. Mon appartement était impeccable. Mon emploi du temps pour la semaine était parfaitement organisé et mon esprit était incroyablement clair. Il y a un genre de luxe très spécifique à se réveiller et à savoir que votre journée vous appartient entièrement, que personne n'attend de drainer votre énergie, votre argent ou votre temps avant même que vous n'ayez réussi à vous brosser les dents. Je suis entré dans ma cuisine, j'ai allumé la cafetière et j'ai pris mon téléphone sur le comptoir. Il y avait 14 messages non lus de la discussion de groupe familial, tous envoyés dans une rafale frénétique entre minuit et 3:00 du matin. Je les ai balayés sans lire un seul mot. J'avais établi ma limite, et je n'allais pas négocier ma liberté avec des gens qui me traitaient comme une propriété. Je versais ma première tasse de café, profitant du silence matinal, quand le téléphone a soudainement sonné. Il était 7:00 exactement. Le numéro clignotant sur l'écran était local, mais je ne l'ai pas reconnu. Étant donné mon poste de haut niveau à l'hôpital, j'avais une règle stricte de répondre aux numéros locaux inconnus tôt le matin en cas de mise à jour des protocoles d'urgence ou de crise dans une installation. J'ai balayé l'écran pour accepter l'appel. Valérie est à l'appareil, ai-je dit, gardant mon ton vif et professionnel. Bonjour, mademoiselle. C'est l'officier Brick du département de police du comté, a répondu une voix calme, lourde et autoritaire. Mon cœur a raté un battement douloureux. Dans mon domaine de travail, recevoir un appel du département de police à 7:00 du matin ne signifiait jamais de bonnes nouvelles. Oui, officier. Comment puis-je vous aider ce matin, ai-je demandé, saisissant le bord du comptoir de la cuisine. Êtes-vous la tante de Clara, Julien et Hazel, a-t-il demandé, sa voix ne trahissant rien. Oui, je le suis, ai-je répondu, mon esprit parcourant instantanément des possibilités terrifiantes. Est-ce que tout va bien? Y a-t-il eu un accident? Sont-ils blessés? Ils sont physiquement indemnes, madame, a déclaré l'officier Brigg, bien que son ton soit resté soigneusement prudent. Je vous appelle parce que les 3 enfants ont été laissés au centre communautaire de Lakeview il y a environ 20 minutes. Le personnel est arrivé pour déverrouiller le bâtiment pour la journée et les a trouvés assis seuls sur un banc en béton près des portes d'entrée avec toutes leurs affaires. Il n'y avait absolument aucun adulte avec eux. Mon cerveau luttait pour traiter les mots qu'ils disaient. Laissez-la, ai-je répété, ma voix tombant à un murmure. Que voulez-vous dire par ils ont été laissés là? Où sont Bianca et Marcus? Où sont leurs parents?
Nous avons été totalement incapables de joindre l'un ou l'autre des parents par téléphone, a expliqué l'officier patiemment. Cependant, l'enfant aîné avait une note manuscrite épinglée directement sur son sac à dos. La note indique spécifiquement que vous, Valérie, êtes leur soignante désignée et que vous arriveriez sous peu pour prendre la garde complète d'eux pour un avenir prévisible. Le sang s'est rapidement vidé de mon visage. Une vague froide et lourde de nausées physiques m'a envahi. J'ai senti l'air quitter complètement mes poumons. Ils l'avaient vraiment fait. Ils ont pris 3 petits-enfants sans défense, les ont conduits vers un bâtiment fermé dans le froid matinal, les ont jetés à l'extérieur et les ont utilisés comme de véritables pions pour me piéger. Ils savaient parfaitement que je travaillais près du quartier de Lakeview. Ils ont calculé que si la police m'appelait à propos d'enfants en pleurs abandonnés, ma conscience et ma peur me forceraient à me présenter et à me rendre. C'était un jeu psychologique malade et tordu, et ils utilisaient leurs propres enfants innocents comme enjeu pour gagner une nounou gratuite. J'ai besoin que vous veniez au centre communautaire immédiatement, mademoiselle, et a continué l'officier Briggs, interprétant mal mon silence stupéfait comme de la confusion. Je pars en ce moment même, ai-je dit, ma voix tombant dans un registre bas, dur et sans émotion. Je serai là dans exactement 14 minutes. J'ai raccroché le téléphone. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas pleuré. Le choc initial s'est instantanément dissipé, laissant place à une fureur froide et incroyablement concentrée. Je me suis dirigé calmement vers mon entrée, j'ai attrapé mes clés de voiture et j'ai verrouillé ma porte derrière moi. Le trajet jusqu'au centre communautaire de Lakeview a pris exactement 14 minutes. J'ai roulé strictement à la limite de vitesse, respectant chaque code de la route. Mes mains étaient parfaitement stables sur le volant en cuir, mais mon esprit parcourait une centaine de scénarios juridiques différents. Je comprenais exactement ce que ma sœur et mes parents essayaient de faire. Ils pensaient sincèrement que s'ils créaient une crise publique massive impliquant les forces de l'ordre, je serais si profondément embarrassé, si bouleversé par la présence de la police et les enfants en pleurs que j'allais simplement mettre les enfants dans ma voiture et abandonner. Ils pensaient que j'accepterais le rôle de nounou à domicile juste pour éviter un scandale familial. Ils pensaient que j'étais encore l'enfant de verre fragile qui se briserait sous la pression et ferait tout ce qu'il fallait pour maintenir la paix. J'ai garé ma voiture sur le parking du centre communautaire. J'ai vu les lumières rouges et bleues clignotantes de 2 voitures de police illuminant le mur de briques du bâtiment. Et là, assis sur un banc en béton froid dans le brouillard matinal, se trouvaient mes nièces et mon neveu. Ils ne le savaient pas encore, mais ma famille venait de commettre la plus grande erreur de leur vie. J'ai garé ma voiture, j'ai éteint le moteur et je suis sorti dans l'air frais du matin. Mes talons cliquaient bruyamment et de façon rythmée sur l'asphalte alors que je marchais vers l'entrée du centre communautaire. En m'approchant, la pleine réalité de la scène est devenue claire, et cela m'a absolument brisé le cœur. Clara, 7 ans, était assise de façon rigide sur le bord extrême du banc en béton, ses bras enroulés férocement et de façon protectrice autour de sa petite sœur, Hazel, qui était à moitié endormie et frissonnait visiblement dans une fine veste en jean. Julian se tenait à quelques pas près d'un officier de police, donnant des coups de pied sans but dans la terre, le visage rouge et strié de larmes séchées. Alignés parfaitement à côté d'eux sur le trottoir se trouvaient 3 grands sacs à dos d'école et 2 énormes sacs poubelles noirs bourrés de vêtements et de jouets. Ils les avaient vraiment emballés. Ils avaient emballé toute la vie de leurs propres enfants pour les faire emménager de force dans mon appartement. Un grand officier aux cheveux grisonnants et à l'expression profondément fatiguée s'est avancé à ma rencontre, bloquant mon chemin vers les enfants. « Mademoiselle, a-t-il demandé, me regardant de haut en bas, évaluant ma tenue professionnelle. « Oui, je suis Valérie, ai-je répondu, gardant ma voix incroyablement neutre et calme. « Je suis l'officier Briggs, a-t-il dit, faisant un geste vers le banc avec un lourd soupir. « Merci d'être venu si vite. » Les enfants sont un peu secoués. Un membre du personnel les a trouvés assis ici à 6h45 ce matin. Les portes étaient verrouillées, les lumières étaient éteintes et la température était dans les 50 degrés. Ils sont restés ici seuls. Il a mis la main dans la poche de son uniforme et a sorti un sac à preuve en plastique transparent. À l'intérieur du sac se trouvait un morceau froissé de papier de cahier à ligne. Il me l'a tendu et me l'a donné. Ceci était épinglé avec une épingle de sûreté au sac à dos de la fille aînée, a-t-il dit d'un ton neutre, observant attentivement mon visage pour voir une réaction. J'ai regardé à travers le sac en plastique. L'écriture était indubitable. C'était l'écriture grande, pétillante et trop stylisée de Bianca. Cela se lisait textuellement, Valérie a accepté de prendre les enfants.
Elle emménage pour être leur nounou à domicile et viendra les chercher ici. La famille est de la famille. Nous reviendrons prendre de leurs nouvelles plus tard. J'ai fixé la note, sentant une rage froide s'installer profondément dans mes os. Ce n'était pas juste un mensonge pathétique. C'était un piège délibéré et hautement calculé déguisé en un simple malentendu. Il savait exactement comment fonctionnait la loi. Si je prenais ces enfants en ce moment même, si je mettais ces sacs poubelles dans le coffre de ma voiture et les conduisais chez moi, j'accepterais légalement la responsabilité d'eux. Je validerais le mensonge écrit de Bianca aux yeux de la police, ce qui rendrait incroyablement difficile de me séparer légalement de la situation plus tard. J'ai rendu le sac en plastique directement à l'officier. Officier Briggs, ai-je dit clairement, m'assurant absolument que le membre du personnel du centre communautaire qui se tenait à proximité puisse entendre chaque mot que je disais. Cette note est une pure invention. Je n'ai pas accepté de prendre ces enfants. Je n'ai pas accepté de devenir leur nounou à domicile, et je n'ai absolument aucune intention d'obtenir la garde légale d'eux aujourd'hui, demain ou n'importe quel autre jour. L'officier Briggs a froncé les sourcils lourdement, ses épais sourcils se rejoignant de frustration. Madame, si c'est une sorte de petite dispute familiale, vous devez vraiment régler ça sur votre propre temps. Mais en ce moment, ces enfants sont assis sur le béton froid et ils ont besoin d'un tuteur légal. Êtes-vous en train de me dire que vous refusez de les prendre? Je refuse d'être légalement kidnappé dans une tutelle que j'ai explicitement et vigoureusement rejetée il y a moins de 24 heures, ai-je dit fermement, ne reculant pas d'un pouce. J'ai glissé la main dans la poche de mon blazer, j'ai déverrouillé mon téléphone et j'ai ouvert mon historique de messages textes. J'ai fait défiler jusqu'à la conversation de la nuit précédente, mettant en évidence la discussion de groupe avec ma mère et ma sœur. Veuillez lire ceci, ai-je dit, tenant l'écran lumineux directement devant son visage. L'officier Briggs s'est penché, plissant légèrement les yeux. Il a lu le long message de ma mère exigeant que j'annule mon bail, que j'emménage dans le sous-sol et que je devienne la nounou à domicile. Il a lu la transcription du message vocal de Bianca, insultant vicieusement ma carrière et mon statut de célibataire. Et puis il a lu ma réponse finale, le refus très clair et juridiquement sans ambiguïté que j'avais prononcé en personne et réitéré par texte. Ce n'est pas ma responsabilité. Je n'emménage pas. Je ne prends pas vos enfants. Je me suis tenu dans un silence total et j'ai regardé les yeux de l'officier parcourir l'écran 2 fois. Quand il a finalement terminé, son expression a complètement changé. La légère gêne de faire face à ce qu'il pensait être une stupide querelle familiale a disparu instantanément. Elle a été remplacée par le professionnalisme sombre et concentré d'un officier chevronné qui réalisait qu'il gérait activement un crime. Il a reculé d'un pas lent, a regardé les 3 enfants frissonnants, puis a baissé les yeux vers les sacs poubelles noirs bourrés. Ils les ont déposés ici en sachant pertinemment que vous aviez explicitement refusé, a dit l'officier Briggs, presque en chuchotant pour lui-même, la réalisation lui apparaissant. Oui, ai-je dit en hochant lentement la tête. Ils les ont abandonnés dans une installation publique fermée, comptant entièrement sur le fait que vous m'appelleriez, et que je serais beaucoup trop embarrassé par la présence de la police pour vous dire la vérité. Je veux que vous notiez formellement sur votre rapport officiel, ai-je continué, ma voix stable et imposante, que je n'ai pas consenti à prendre la garde. Je suis ici uniquement pour assurer leur sécurité physique immédiate jusqu'à ce que vous résolviez cela. Je veux également que le membre du personnel qui les a trouvés fasse une déclaration écrite formelle indiquant qu'ils ont été déposés complètement sans surveillance avant les heures d'ouverture. L'officier Briggs a hoché lentement la tête, un regard dur apparaissant dans ses yeux. Il a sorti un petit bloc-notes noir et un stylo et a commencé à écrire rapidement. Ce n'est plus un malentendu civil, mademoiselle. C'est un rapport officiel d'abandon d'enfants. J'ai regardé Clara. Elle m'observait avec de grands yeux terrifiés, s'accrochant à sa sœur. Mon cœur souffrait pour elle, mais je savais avec une certitude absolue que si je cédais maintenant, elle passerait le reste de sa vie prise au piège dans un système familial qui lui enseignait que ce genre de manipulation émotionnelle sévère était normal. Je me suis approché, je me suis agenouillé sur le trottoir froid devant elle, et j'ai forcé un doux sourire. Tu n'as absolument rien fait de mal, chérie, lui ai-je dit doucement, écartant une mèche de cheveux de son visage. Mais maman a dit que tu venais nous chercher, a chuchoté Clara, sa lèvre inférieure tremblant violemment. Maman a dit que tu voulais que nous vivions avec toi. Maman a fait une très grosse erreur, ai-je dit, la regardant directement et honnêtement dans les yeux. Mais tu es en sécurité en ce moment. Je suis juste ici. La police est juste ici et nous allons arranger ça. Je me suis relevé,
époussetant la terre de mes genoux juste au moment où un SUV gris foncé se garait de manière agressive sur le parking du centre communautaire. Les pneus ont crissé lorsqu'il s'est garé en diagonale sur 2 places pour handicapés. Les portes se sont ouvertes à la volée et le dernier acte de l'embuscade a officiellement commencé. Marcus est sorti le premier du côté conducteur du SUV, de manière agressive, laissant le moteur tourner et la porte grande ouverte. Il portait des lunettes de soleil de marque coûteuse et une expression arrogante et victorieuse, marchant vers nous comme s'il était le propriétaire de tout le parking. Bianca est sortie maladroitement du côté passager, posant immédiatement une main de façon dramatique sur son ventre et contorsionnant son visage en un masque profondément étudié de détresse exagérée. Juste derrière leur SUV, la berline argentée de mes parents s'est arrêtée, se garant tout aussi imprudemment. Sylvia et Roland ont sauté, se précipitant en avant pour encadrer fermement Bianca. Ils avaient parfaitement coordonné toute cette représentation. Ils avaient déposé les enfants dans le froid glacial, attendu dans un café voisin que la police m'appelle, puis étaient arrivés exactement au moment où ils pensaient que je serais le plus vulnérable, prêt à appliquer la dernière couche de pression en public. La voilà, a annoncé Marcus bruyamment, pointant un doigt accusateur directement vers moi alors qu'il s'approchait avec confiance des officiers. La tante folle qui appelle les flics pour de petits enfants. Vous voyez ça, officier ? C'est exactement ce à quoi nous devons faire face. Une femme complètement déséquilibrée et égoïste faisant une scène publique massive pour une simple faveur. Bianca a laissé échapper un gros sanglot théâtral qui a résonné sur le parking et s'est appuyée lourdement contre ma mère pour se soutenir. Ce stress est incroyablement mauvais pour le bébé, a-t-elle gémi, agrippant son ventre. Valérie, comment as-tu pu nous faire ça ? Tu avais promis de venir les chercher. Tu avais promis de m'aider. Tu essaies de détruire ma famille. Mon père s'est avancé, tentant de prendre immédiatement le contrôle du récit, tout comme il l'avait fait toute sa vie. Il s'est approché de l'officier Briggs, lui tendant la main avec son meilleur sourire, le plus autoritaire, de leader communautaire. Officier, je suis Roland Hay, le grand-père de ces enfants. Je m'excuse profondément pour le gaspillage des ressources de la ville aujourd'hui. Ce n'est qu'un stupide malentendu familial. Ma fille que voici, il a fait un geste vers moi avec un mouvement de la main méprisant et condescendant, devient un peu émotive et confuse parfois. Elle a accepté de prendre les enfants pendant quelques jours pour dépanner, et elle a dû s'emmêler les pinceaux sur le lieu et l'heure. Nous allons juste mettre les enfants dans sa voiture tout de suite. Elle va les ramener chez elle, et nous allons vous laisser tranquilles. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas discuté avec eux. Je n'ai pas essayé de défendre ma santé mentale. J'ai simplement tourné la tête vers l'officier Briggs et j'ai parlé d'une voix claire et portante qui coupait à travers les mensonges de mon père. Officier, veuillez vous assurer d'ajouter sa déclaration exacte à votre rapport officiel. Il tente activement de m'obliger à prendre la garde d'enfants que j'ai légalement, verbalement et par écrit refusé de superviser. Le sourire confiant de mon père a disparu instantanément. Il m'a regardé, ses yeux se rétrécissant d'une véritable colère. Valérie, arrête ces absurdités tout de suite. Prends ces sacs, mets-les dans ton coffre et prends les enfants. L'officier Briggs n'a pas tendu la main pour serrer la main tendue de mon père. Au lieu de cela, il a fait un grand pas délibéré en avant, se plaçant physiquement entre ma famille et les 3 enfants assis sur le banc. Monsieur, a dit l'officier, sa voix dure, plate et complètement intransigeante. Laisser de jeunes enfants entièrement sans surveillance dans une installation publique fermée et inscrire faussement un adulte non consentant comme soignant n'est pas un malentendu familial. C'est une mise en danger imprudente. Le silence qui est tombé sur le parking était la perfection absolue. C'était le bruit de décennies de manipulation heurtant un solide mur de briques de réalité juridique. Les pleurs théâtraux et faux de Bianca se sont arrêtés instantanément. Marcus a lentement baissé son doigt accusateur, sa bouche s'ouvrant légèrement sous le choc derrière ses lunettes de soleil. Ma mère a regardé l'officier Briggs comme s'il venait de lui parler dans une langue complètement étrangère. Elle était tellement habituée à ce que son mari intimide tout le monde dans leur banlieue pour les soumettre que de voir un homme en uniforme le faire taire avait complètement court-circuité son cerveau. Le visage de mon père a viré à une vilaine teinte violette tachetée. Maintenant, attendez une minute. Officier, vous ne comprenez pas la dynamique ici. Je n'ai pas fini, l'a interrompu sèchement l'officier Briggs, sa main reposant nonchalamment près de sa ceinture utilitaire. Mademoiselle a fourni une preuve écrite au redaté qu'elle a explicitement refusé de prendre ses enfants la nuit dernière. Vous avez sciemment et volontairement abandonné des mineurs.
La seule raison pour laquelle je ne passe pas les menottes à quelqu'un en ce moment est que les enfants sont actuellement en sécurité. Mais cet incident est officiellement documenté. Vous allez ramener vos enfants chez vous immédiatement. Et je vous suggère fortement de ne pas refaire un coup comme celui-ci, sinon les services de protection de l'enfance viendront visiter votre domicile. J'ai regardé la machinerie toxique de ma famille se décomposer en temps réel. Ils n'avaient pas besoin de la vérité. Ils avaient seulement toujours eu besoin que tout le monde croie que j'étais difficile. Mais ils avaient entraîné un officier de police dans leur théâtre privé et la loi ne se soucie pas de la dynamique familiale ou des enfants adorés. Je suis passé juste devant mon père, m'arrêtant directement devant Bianca et Marcus. Ils m'ont regardé, la panique s'installant enfin alors qu'ils réalisaient qu'ils avaient complètement perdu le contrôle de la situation. Je veux rendre cela très clair, ai-je dit, gardant ma voix basse, froide et précise pour qu'ils soient les seuls à pouvoir m'entendre. À partir de cette seconde, chaque demande passe par message texte ou courriel. Pas de dépôt surprise, pas de note manuscrite, pas de supposition. Si jamais vous laissez vos enfants quelque part et mettez mon nom sur eux à nouveau, je ne vous appellerai pas pour venir les chercher. Je laisserai l'État s'en occuper. Bianca a sifflé vers moi, son visage pâle et furieux. Tu me punis parce que je suis mère. Non, ai-je répondu, ma voix mortellement calme. Je refuse d'en devenir une sans mon consentement. Marcus s'est penché près de moi, essayant de sauver sa fierté brisée en ayant l'air intimidant. Tu penses que ça te donne l'air forte? Tu as juste l'air amer et pathétique. Tu détruis cette famille. Je lui ai souri. C'était un sourire froid et vide qui n'offrait aucun pardon. Alors assure-toi de bien épeler mon nom quand tu diras à tout le monde à quel point je suis terrible. Je me suis retourné, j'ai remercié l'officier Briggs pour son temps et je suis retourné à ma voiture. Je suis monté, j'ai verrouillé les portes et je suis parti, les laissant debout sur le parking avec leurs sacs poubelles, leurs enfants en pleurs et un rapport de police formel. J'ai senti un poids massif et étouffant s'enlever de mes épaules. J'avais survécu à l'embuscade ultime. Mais quand je suis rentré dans mon appartement et que j'ai commencé à passer des appels téléphoniques pour m'assurer qu'ils ne pourraient pas faire un coup pareil avec les écoles des enfants, j'ai réalisé que le parking n'était que le début. L'abandon physique n'était qu'une distraction. La véritable trahison juridiquement dévastatrice était déjà dans un classeur, m'attendant que je la trouve. Je suis retourné à mon appartement dans un silence complet, laissant la radio éteinte. L'adrénaline de la confrontation sur le parking commençait à se dissiper, remplacée par une sensation froide et profondément troublante au creux de mon estomac. Ma famille croyait que tout lui était dû, elle était délirante et manipulatrice. Mais larguer 3 enfants dans un centre communautaire fermé était une escalade massive. Cela nécessitait un niveau de planification audacieux et imprudent qu'ils réservaient généralement à leurs escroqueries financières. Ça n'avait pas de sens. Ils devaient savoir que l'abandon des enfants impliquerait la police. Alors pourquoi étaient-ils si confiants que j'allais simplement les ramener chez moi en silence? Je suis entré dans ma cuisine, j'ai versé le café froid dans l'évier et je me suis assise au comptoir de mon îlot avec mon ordinateur portable. Mon esprit revenait sans cesse à la note manuscrite épinglée au sac à dos de Clara. Valérie a accepté de prendre les enfants. Elle emménage pour être leur nounou à domicile. Pourquoi écrire une note? La police allait déjà m'appeler. La note n'était pas pour moi. La note était une preuve physique qu'ils essayaient d'établir. Ils essayaient de créer une trace écrite. Une vague soudaine de nausée m'a frappé si fort que j'ai dû m'agripper au bord du comptoir. S'ils étaient prêts à simuler une note manuscrite pour la police, sur quoi d'autre avaient-ils écrit mon nom? J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai immédiatement cherché le numéro de téléphone de l'école primaire de Clara. J'ai composé le numéro du secrétariat et j'ai attendu que le téléphone sonne. Quand la secrétaire a répondu, je me suis identifié, j'ai fourni la date de naissance de Clara pour vérifier mon identité en tant que contact d'urgence, et j'ai posé une simple question. J'ai demandé s'il y avait eu des mises à jour récentes sur la liste de ramassage autorisée de Clara. La secrétaire a cliqué sur quelques touches de son clavier. Oui, mademoiselle, a-t-elle dit joyeusement. Votre sœur a en fait soumis un formulaire de mise à jour complet jeudi dernier. Nous vous avons fait passer de la liste des contacts d'urgence à la désignation de ramassage principal. J'ai fermé les yeux. Ramassage principal. Cela signifiait que si Clara était malade, si elle avait un problème de comportement, ou si l'école terminait simplement plus tôt, il m'appellerait en premier, pas ses parents.
moi. Pourriez-vous s'il vous plaît m'envoyer par courriel une copie de ce formulaire, ai-je demandé, gardant ma voix parfaitement stable. J'ai juste besoin de vérifier les détails de la planification pour mes propres dossiers. Certainement, a répondu la secrétaire. Il devrait être dans votre boîte de réception dans 5 minutes. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé l'école maternelle de Julien. J'ai posé exactement la même question. La réponse a été identique, mais avec un ajout terrifiant. Oui, Valérie, a déclaré la directrice de l'école maternelle. Nous avons reçu les formulaires mis à jour. Vous êtes maintenant répertoriée comme la principale soignante autorisée et la principale garante financière pour le compte de frais de scolarité de Julien, à compter du 1er du mois prochain. J'ai arrêté de respirer. Garante financière, ai-je demandé doucement. Oui, a-t-elle confirmé. Le formulaire indique que vous assumez la responsabilité des paiements mensuels des frais de scolarité dans le cadre d'un accord de tutelle à domicile. Nous avons votre signature juste ici sur la 2e page. Ils n'avaient pas seulement falsifié mon nom pour venir le chercher. Ils avaient falsifié ma signature sur un contrat financier pour me rendre légalement responsable des frais de scolarité de son école maternelle. Je lui ai demandé de m'envoyer les documents par courriel immédiatement. Mes mains tremblaient lorsque j'ai passé le dernier appel à la clinique pédiatrique où les 3 enfants étaient enregistrés. La réceptionniste là-bas a confirmé ma pire peur absolue. Je n'étais pas seulement répertoriée comme mandataire médical. J'étais inscrite sur un formulaire récemment soumis intitulé Autorisation médicale de tuteur à domicile. Le formulaire affirmait faussement que je résidais à l'adresse de Bianca et que j'avais pleine autorité pour autoriser les traitements médicaux et assumer les responsabilités de facturation médicale pendant que la mère était alitée. À 9h00 ce matin-là, ma boîte de réception de courriel contenait 3 fichiers PDF distincts qui m'attendaient. J'ai ouvert le premier provenant de l'école primaire. J'ai fait défiler jusqu'à la ligne de signature. Elle était là, Valérie. Elle était écrite avec une écriture qui essayait désespérément de ressembler à la mienne, mais qui échouait lamentablement. Les boucles étaient entièrement fausses. La pression était complètement inégale, et quiconque l'avait signée avait clairement tracé des lettres individuelles au lieu de la signer d'un seul mouvement fluide. C'était l'écriture de Bianca, essayant de se déguiser en la mienne. Ils n'essayaient pas seulement de me faire pression pour être une nounou. Ils avaient passé toute la semaine précédente à construire systématiquement une trace écrite légale frauduleuse. Ils soumettaient des documents falsifiés aux écoles, aux garderies et aux installations médicales pour me lier légalement à leurs enfants. Ils voulaient me piéger dans une toile d'obligations financières et légales si serrée que s'éloigner semblerait impossible. La tristesse que je ressentais pour mes nièces et mon neveu a complètement disparu. Elle a été remplacée par une colère pure, terrifiante et hyperconcentrée. Ma famille avait franchi la ligne de la violence psychologique toxique à la fraude criminelle pure et simple. Et j'allais réduire en cendres tout leur château de cartes. Je n'ai pas rappelé la police immédiatement. Un officier comme Briggs pourrait prendre une affaire d'abandon au sérieux, mais le vol d'identité et les signatures falsifiées au sein d'une famille étaient souvent balayés par les commissariats locaux comme une affaire civile ou un simple conflit conjugal. J'avais besoin de quelqu'un qui se spécialisait dans la transformation du chaos familial émotionnel en conséquences juridiques dévastatrices et inévitables. J'avais besoin d'un avocat. J'ai passé 1 heure à rechercher des avocats en droit de la famille dans ma ville qui se spécialisaient dans le harcèlement, les limites de garde frauduleuses et les faux documents d'autorisation. C'est ainsi que j'ai trouvé Naomi Lynn. Le site web de son cabinet était totalement dépourvu de l'imagerie familiale chaleureuse et floue habituelle. Il n'y avait pas de photos de parents souriants tenant la main d'enfants. Toute sa page portait strictement sur la protection des actifs, les limites fermes et les litiges agressifs contre les membres toxiques de la famille. Elle était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai appelé son bureau, j'ai expliqué brièvement la situation à un parajuriste, et on m'a passé à Naomi dans les 10 minutes. Elle m'a écouté raconter l'exigence du barbecue dans l'arrière-cour, le dépôt au centre communautaire, le rapport de police, et enfin, les 3 documents PDF falsifiés qui se trouvaient dans ma boîte de réception de courriel. Quand j'ai eu fini, il y a eu un bref silence sur la ligne. Puis Naomi a soupiré, un son vif et hautement professionnel. Valérie, a-t-elle dit, sa voix vive et sans fioriture. Ne les rencontrez pas seuls. Ne leur parlez pas au téléphone à moins que vous n'enregistriez la conversation conformément aux lois de l'État. N'acceptez pas ces enfants sous vos soins pour ne serait-ce qu'une seule heure parce qu'en ce moment, votre sœur a planté des documents frauduleux qui prétendent que vous êtes leur principale tutrice financière et médicale.
Si vous les prenez, un tribunal pourrait considérer vos actions comme un consentement implicite à ces documents falsifiés. Je comprends, ai-je dit. Je n'ai répondu à aucun de leurs messages depuis hier. Bien, a dit Naomi. Des gens comme votre sœur et vos parents survivent entièrement sur la confusion. Ils brouillent intentionnellement les lignes entre l'amour, le devoir familial, la culpabilité et les formalités juridiques jusqu'à ce que la personne utilisée ne puisse plus dire où s'arrête l'obligation. Nous allons dépouiller toute l'émotion de cela. Nous allons rendre les limites incroyablement ennuyeuses, entièrement officielles et juridiquement terrifiantes. C'est comme ça qu'on bat le chaos émotionnel. Naomi m'a chargé de lui transférer chaque message texte, le fichier audio du message vocal de Bianca, le numéro du rapport d'incident de la police, et les PDF falsifiés. Cet après-midi-là, le bureau de Naomi a rédigé et envoyé 4 lettres de mise en demeure juridiquement contraignantes distinctes par courrier recommandé. Elles ont été envoyées directement à Bianca, Marcus, Sylvia et Roland. Le langage dans les lettres était impeccablement poli, cliniquement propre, et assez tranchant pour couper à travers l'acier. Les lettres déclaraient clairement que je n'avais jamais accepté aucune garde d'enfants continue. Je n'avais jamais autorisé quiconque à m'inscrire comme soignante principale, tutrice à domicile ou garante financière. Elle exigeait formellement que mon nom soit immédiatement retiré de tous les formulaires d'école, de garderie, de médecine et d'activité. Elle déclarait explicitement que les signatures sur les formulaires actuels étaient frauduleuses et que toute tentative future de falsifier mon nom ou de me laisser des enfants sans consentement écrit entraînerait l'implication immédiate de la police et des poursuites civiles pour frauder. Harcèlement. Les lettres recommandées ont été livrées le lendemain matin. Je savais exactement à quelle heure le facteur arrivait chez mes parents parce que l'écran de mon téléphone a absolument explosé. Ma mère a appelé mon téléphone 12 fois en l'espace de 10 minutes. Quand je n'ai pas répondu, elle a laissé un message vocal où elle hyperventilait, hurlant que je détruisais le nom de la famille en amenant des avocats dans les affaires familiales privées. Mon père a envoyé un message texte massif m'appelant une traîtresse, exigeant que je rappelle mon avocat chien d'attaque et que je vienne immédiatement chez eux pour m'excuser auprès de ma sœur enceinte. Marcus a envoyé un texte qui disait simplement « Tu es morte pour nous. Nous nous assurons que tout le monde sache exactement quel genre de femme psychotique et égoïste tu es vraiment. » Je n'ai pas répondu. Je suis resté assise au comptoir de ma cuisine à regarder les messages affluer, à faire des captures d'écran de chaque menace et à les transférer directement au bureau de Naomi. Je n'avais pas peur. Je ressentais un profond et étrange sentiment de soulagement. Pendant 33 ans, j'avais combattu un fantôme. J'avais combattu un système tacite d'attente et de culpabilité. Maintenant, le fantôme était réel. Le combat était sur papier. J'ai mis leur numéro en sourdine, j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé travailler. Je me suis presque permis de croire que la menace légale avait enfin fonctionné. J'ai presque cru que la peur de l'exposition publique et des conséquences juridiques les avait finalement forcés à reculer. J'aurais dû savoir mieux. Les personnes toxiques ne reculent pas lorsque vous fixez une limite. Elles intensifient. Et Marcus était sur le point d'intensifier dans le pire endroit possible. 3 jours se sont écoulés dans un silence glorieux absolu. La discussion de groupe est restée morte. Il n'y a eu aucun appel manqué de numéro bloqué. Mon appartement était calme. Ma routine était ininterrompue. Et j'ai commencé à sentir la tension quitter mes épaules. C'était un jeudi après-midi. J'étais à l'hôpital complètement plongé dans mon travail. L'environnement hospitalier est l'exact opposé du chaos de ma famille. C'est un endroit entièrement construit autour de l'urgence, de la précision et du protocole. Quand les gens viennent dans un hôpital pédiatrique, le temps compte vraiment. Chaque couloir, chaque département et chaque membre du personnel se consacre à assurer le bon fonctionnement des systèmes parce que la vie des enfants en dépend réellement. J'étais assise dans mon bureau en train de préparer un rapport logistique pour une prochaine réunion des opérations d'urgence concernant un éventuel déroutement pour cause de temps violent, quand mon téléphone de bureau a sonné. C'était le bureau principal de sécurité dans le hall d'entrée. Valérie, a déclaré la réceptionniste, sa voix semblant incroyablement tendue et mal à l'aise. Je suis vraiment désolé de vous déranger, mais il y a un homme dans le hall principal en ce moment avec 3 jeunes enfants. Il est très bruyant et il exige que vous descendiez pour récupérer vos enfants. Mon sang s'est complètement glacé. J'ai laissé tomber mon stylo sur le bureau. L'audace pure de la chose était paralysante. Ils ne se sont pas contentés d'abandonner les enfants dans un centre communautaire calme. Maintenant,
Marcus les avait amenés sur mon lieu de travail. Il les avait amenés dans une grande installation médicale. J'arrive tout de suite, ai-je dit. Veuillez demander à la sécurité de se tenir prête et ne lui permettez en aucun cas de laisser ses enfants seuls dans le bâtiment. J'ai accroché mon badge d'hôpital au revers de mon blazer, j'ai attrapé mon bloc-notes et je suis sorti de mon bureau. J'ai gardé mon visage entièrement vide, mais à l'intérieur, un incendie massif faisait rage. Il y a des endroits où les drames familiaux désordonnés sont juste embarrassants. Un hall d'hôpital n'est pas un de ces endroits. Un hôpital est dangereux. Les gens sont en deuil. Les gens sont terrifiés et le personnel est surmené. Marcus avait décidé de transformer un lieu de guérison en son propre théâtre personnel de vengeance. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le hall principal, et je l'ai entendu avant même de l'avoir vu. Marcus se tenait en plein centre de la zone d'attente, ignorant complètement les regards noirs des infirmières et des parents épuisés. Il avait Clara, Julian et Hazel regroupés étroitement autour de ses jambes. Hazel pleurait, se frottant les yeux avec l'une de ses chaussures défaites. Julian toussait agressivement dans sa manche, l'air rouge et malade. Clara avait l'air totalement mortifiée, assez âgée pour comprendre pleinement que les adultes autour d'elle la fixaient avec dégoût, mais entièrement impuissante pour arrêter quoi que ce soit. Marcus tenait son téléphone haut dans les airs, incliné pour se filmer, lui, les enfants et le bureau de sécurité. Il diffusait en direct. Dès qu'il m'a vu marcher vers lui, son visage s'est illuminé d'un sourire vicieux et triomphant. Il a tourné la caméra de son téléphone directement vers moi. « Regardez, tout le monde » a presque crié Marcus, sa voix résonnant sur les hauts plafonds. La voilà, tante Valérie, la grande et importante femme de carrière qui a tout le temps du monde pour se promener dans des costumes chics, mais qui refuse absolument d'aider sa propre sœur enceinte et malade avec 3 petits-enfants pendant quelques heures. Il montait un spectacle énorme pour n'importe quel public pathétique qui regardait sur sa page de médias sociaux. Il pensait que la honte publique était ma faiblesse ultime. Il pensait que s'il m'embarrassait devant mes collègues et mes patients, j'allais complètement plier. J'allais prendre les enfants, m'excuser et abandonner ma vie à leur demande juste pour faire cesser le spectacle public. Il avait fait un très mauvais calcul. Il avait complètement oublié où il se tenait. Il avait oublié qu'il se trouvait dans un bâtiment hautement sécurisé avec des dizaines de caméras de sécurité, des journaux d'accès strict, des témoins professionnels, des politiques de tolérance zéro pour les perturbations. Et un personnel formé pour documenter chaque incident précisément parce que les poursuites judiciaires étaient une réalité quotidienne. Je me suis dirigé droit vers le bureau de sécurité, ignorant complètement Marcus et son téléphone. Le gardien de sécurité, un grand homme sérieux nommé David, m'a regardé avec sympathie. « Ce ne sont pas mes enfants » ai-je dit à David, gardant ma voix basse et professionnelle. Je n'ai pas accepté de les garder. Cet homme a déjà reçu une mise en demeure formelle de la part de mon avocat pour cesser ce comportement exact. Il tente d'abandonner des mineurs dans un établissement médical. Marcus a ri bruyamment, un son aigu et laid, et a poussé son téléphone plus près de mon visage. Redis ça pour la caméra, Valérie. Dis à Internet comment tu détestes ton propre sang. Je n'ai pas regardé la caméra. J'ai regardé David. Veuillez appeler la superviseure des opérations de l'hôpital, ai-je dit calmement. Et préparez-vous à déclencher un protocole d'intrusion. Le sourire triomphant de Marcus a vacillé pendant une fraction de seconde. Ses yeux ont parcouru le hall, remarquant soudainement le grand nombre de caméras de sécurité montées au plafond, toutes pointées directement sur lui. Vous ne pouvez pas me retenir ici, a ricané Marcus, bombant le torse. Je les dépose. Vous êtes leur famille. Débrouillez-vous. Je pars. Il a fait un pas en arrière vers les portes de sortie en verre coulissantes. Non, vous ne pouvez pas être retenu ici, ai-je répondu, ma voix ferme, portant clairement par-dessus le bruit ambiant de l'hôpital. Mais vous ne pouvez absolument pas abandonner 3 enfants mineurs dans une installation médicale publique et prétendre que j'ai accepté la responsabilité légale d'eux. Si vous franchissez ces portes sans ces enfants, David composera immédiatement le numéro des services d'urgence et vous serez arrêté pour abandon d'enfants avant même d'atteindre l'autoroute. Marcus s'est figé. Il a regardé les lourdes portes en verre, puis m'a regardé. Il essayait de comprendre si je bluffais. Ce n'était pas le cas. 2 minutes plus tard, ma superviseure directe, Sarah, est arrivée dans le hall. Sarah était une femme féroce et incroyablement compétente qui m'avait vu gérer des pannes de courant massives,
des pénuries critiques de lits et des parents terrifiés et hurlants. Elle savait exactement comment j'opérais sous pression. Elle n'avait cependant jamais rencontré ma famille. David l'a rapidement informé de la situation. Sarah a regardé les 3 enfants misérables, puis Marcus tenant son téléphone, et enfin moi. Son expression s'est durcie pour devenir de la pure glace professionnelle. Marcus a immédiatement essayé de la charmer. Il a légèrement baissé son téléphone et a pris son meilleur visage de victime. « Madame, je suis vraiment désolé pour le bruit », a dit Marcus en me désignant. « C'est juste une affaire de famille privée. Ma femme est à la maison, extrêmement malade, avec une grossesse difficile. Valérie ici présente a promis de nous aider avec la garde des enfants, et maintenant elle fait une crise de colère et réagit de manière excessive sur son lieu de travail. Nous avons juste besoin qu'elle prenne ses responsabilités. » Sarah n'a même pas scié. Elle l'a regardé de haut en bas avec un dédain absolu. « Monsieur, » a dit Sarah, sa voix résonnant d'autorité. « Ceci est un hôpital pédiatrique en activité. Ce n'est pas une garderie, et ce n'est certainement pas un dépotoir pour vos disputes personnelles. Vous perturbez activement les opérations médicales. Vous filmez sans consentement dans un établissement de soins de santé privé, ce qui est une violation massive des lois sur la confidentialité des patients, et vous impliquez des enfants mineurs dans un conflit d'adultes profondément inapproprié. » Marcus a essayé d'interrompre. « Mais ma femme. »« Je me fiche de votre femme, » l'a coupé sèchement Sarah. « Vos enfants ont clairement besoin d'arrangements responsables et stables. Cette responsabilité vous appartient entièrement, pas à mon personnel. Vous devez rassembler vos enfants et quitter ce bâtiment immédiatement, sinon vous serez escorté physiquement à l'extérieur par la sécurité et banni des lieux. » Marcus avait l'air complètement vaincu. La bravade avait disparu. Pour la première fois de sa vie entièrement privilégiée, son charme manipulateur s'était heurté à un mur de briques. Il a baissé son téléphone, son visage virant à un rouge profond et embarrassé. « Bien, » a-t-il marmonné avec colère. « Allez, les enfants. On y va. Votre tante ne se soucie pas de vous. » Il a attrapé agressivement la main de Julian et a commencé à marcher vers les portes. Clara m'a regardé en le suivant. Son visage n'était pas en colère. Il était juste profondément et intensément confus. Ce regard m'a fait plus de mal que n'importe laquelle des menaces pathétiques de Marcus ne pourrait jamais le faire. Je voulais courir après elle, la serrer dans mes bras et lui dire que rien de tout cela n'était de sa faute. Je voulais lui expliquer que les adultes qui étaient censés la protéger l'abandonnaient d'une manière qu'elle ne comprendrait pas pleinement avant d'être beaucoup plus âgée. Mais je suis resté exactement là où j'étais. Je savais que la secourir maintenant signifiait entrer dans le même piège auquel je venais de me battre si fort pour échapper. Après leur départ définitif, l'administration de l'hôpital a agi rapidement. La sécurité a rempli un rapport d'incident complet. Les caméras haute définition du hall avaient parfaitement enregistré chaque seconde de l'altercation. La propre diffusion en direct idiote de Marcus l'avait capturé en train de faire de fausses déclarations et de tenter d'abandonner les enfants. Je suis retourné à mon bureau, j'ai verrouillé la porte et j'ai appelé Naomi Lynn. Quand je lui ai raconté ce qui venait de se passer, Naomi a laissé échapper un son qui était dangereusement proche d'un rire joyeux. « Il a vraiment fait ça sur votre lieu de travail principal ?» a demandé Naomi, sa voix bourdonnant pratiquement d'excitation. Avec de multiples témoins, un superviseur et des caméras de sécurité de l'hôpital qui tournaient. « Oui, ai-je confirmé. » Valérie, Naomi a soupiré de bonheur. Cet homme ne s'est pas contenté de creuser sa propre tombe. Il a acheté la pierre tombale et a emballé les preuves légales dans un paquet cadeau. À 16h00 le même après-midi, le bureau de Naomi a envoyé la 2e série de lettres. Cette fois, il n'y avait absolument aucune formulation juridique polie. C'était une menace de litige brutale et écrasante. La lettre décrivait explicitement les actions de Marcus à l'hôpital, exigeant une cessation permanente de tout contact direct. Elle avertissait que tout comportement ultérieur, y compris des publications, des vidéos ou des déclarations publiques sous-entendant que j'avais abandonné des enfants, entraînerait des poursuites civiles immédiates et dévastatrices pour harcèlement, diffamation et interférence intentionnelle avec mon emploi. Ils avaient essayé de détruire ma carrière. En réponse, j'allais détruire leur réputation. On pourrait penser qu'une menace de ruine financière grave et un rapport formel de la sécurité de l'hôpital obligeraient une famille normale à se cacher, mais ma famille était complètement immunisée contre la honte. Ils opéraient entièrement sur la conviction que s'ils jouaient la victime assez fort,
le monde finirait par leur donner ce qu'ils voulaient. Puisqu'ils ne pouvaient plus m'obliger à fournir un travail gratuit et qu'ils ne pouvaient plus utiliser mon nom pour garantir des prêts pour la garde d'enfants, ils ont pivoté vers leur prochaine stratégie préférée, l'escroquerie. 3 jours après l'incident de l'hôpital, j'étais assise sur mon canapé à faire défiler les médias sociaux lorsqu'une publication d'une connaissance commune est apparue sur mon fil. C'était un dépliant numérique pour un événement dans l'immense église communautaire que mes parents fréquentaient depuis plus de 20 ans. Mon père était un ancien dirigeant et ma mère était fortement impliquée dans le ministère des Femmes. Le dépliant était décoré de doux ballons aux couleurs pastel, de minuscules empreintes de pas dorées et d'une police de caractères élégante. Le titre de l'événement m'a rendu physiquement malade. Il se lisait « Il faut tout un village, une petite fête prénatale et une collecte de fonds pour soutenir Bianca et Marcus à travers une difficile saison de trahison ». J'ai cliqué sur les détails. La description était un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle. Elle affirmait que la grossesse à haut risque de Bianca nécessitait une aide immédiate à temps plein pour la garde des enfants. Elle indiquait que la famille avait subi un abandon soudain et déchirant de la part d'un membre de la famille de confiance qui avait promis d'aider, les laissant dans une crise financière désespérée. L'objectif de la collecte de fonds était de rassembler 3 000 € pour embaucher une nounou de luxe professionnelle pour le reste de l'année. Ils utilisaient la congrégation de l'église. Ils mentaient activement à des centaines de personnes bien intentionnées, me peignant comme un monstre qui avait rompu une promesse juste pour pouvoir financer une nounou de luxe parce qu'ils étaient trop paresseux pour élever leurs propres enfants. Je n'ai pas appelé mon avocat cette fois. Une lettre de mise en demeure prend des jours par la poste. Un mensonge voyage instantanément. Si je laissais cette collecte de fonds avoir lieu, ce mensonge deviendrait la vérité officielle dans ma ville natale pour toujours. J'ai conduit jusqu'à l'église ce dimanche après-midi-là. Je me suis garé à 2 rues de là et j'ai marché, mon cœur battant un rythme constant et furieux contre mes côtes. Je portais un tailleur noir élégant. Je portais mon téléphone, un petit câble adaptateur, et absolument rien d'autre. Je suis passé par les lourdes portes en bois de la salle paroissiale environ 20 minutes après le début de l'événement. Je me suis tenu tranquillement tout au fond de la salle massive près des porte-manteaux, entièrement inaperçu dans l'ombre. La mise en place était nauséabonde. Il y avait une table de dessert massive couverte de pâtisseries chères. Au centre de la pièce se trouvait une grande boîte de dons en bois blanc avec une fente sur le dessus, entourée de photos d'échographie encadrées. Ma mère Sylvia se tenait près du gâteau, acceptant des câlins et des tapes compatissantes sur le bras de la part des membres de l'église, agissant comme si c'était elle qui portait l'enfant et supportait le lourd fardeau du monde. Mon père Roland se tenait fièrement à côté de la table de dons avec son meilleur sourire d'église, le plus pieux, plaqué sur son visage. Il serrait agressivement des mains, secouant la tête dans un faux chagrin, laissant tout le monde supposer que sa noble famille avait été profondément blessée par ma cruauté indicible. Bianca était assise dans une chaise rembourrée spécialement décorée à l'avant de la pièce. Elle portait une robe rose douce et fluide, gardant délicatement une main posée sur son ventre. Elle ressemblait à la parfaite image tragique absolue de la maternité fragile. Marcus se déplaçait dans la foule comme un directeur de campagne politique sordide, remerciant bruyamment les gens pour leur soutien financier et s'assurant absolument que les enveloppes de dons étaient bien visibles dans les mains de tous. Après quelques minutes, le pasteur Miller, un homme gentil mais facilement manipulable, s'est avancé vers le podium avant et s'est éclairci la gorge dans le microphone. « Bienvenue à tous » a commencé le pasteur Miller, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour parler de communauté. Nous sommes ici pour parler de sacrifice. Et malheureusement, nous sommes ici pour reconnaître que parfois, les personnes les plus proches de nous, les personnes qui partagent notre sang, sont celles qui nous laissent tomber le plus profondément. J'ai regardé plusieurs têtes dans la foule se tourner légèrement, regardant autour d'elles maladroitement. Ils n'ont pas prononcé mon nom à haute voix, mais chaque personne dans cette pièce savait exactement de qui le pasteur parlait. Aujourd'hui, a continué le pasteur Miller, plaçant une main sur son cœur. Nous sommes ici pour intervenir là où d'autres se sont égoïstement éloignés. Nous sommes ici pour soutenir financièrement une famille grandissante et fidèle dans une saison très difficile. C'était mon signal. Je suis sorti de l'ombre et j'ai commencé à marcher droit dans l'allée centrale. Mes talons sonnaient incroyablement fort contre le parquet poli de la salle paroissiale. Le cliquetis rythmique coupait droit à travers le murmure silencieux de la foule. Ma mère m'a vu en premier. L'expression tragique et douloureuse sur son visage a disparu en un instant, remplacée par une terreur absolue et nue. « Valérie » a-t-elle chuchoté, faisant un pas de recul paniqué,
renversant presque un plateau de cupcakes. Que fais-tu? Ne fais pas ça ici. Je ne l'ai pas regardé. J'ai gardé les yeux fixés sur le podium avant. Je ne suis pas ici pour gâcher quoi que ce soit, Sylvia, ai-je dit clairement en marchant. Je suis simplement ici pour corriger le dossier public. Marcus s'est précipité en avant, se plaçant directement sur mon chemin pour bloquer l'allée. Son visage était rouge de colère. Tu dois partir tout de suite, a-t-il sifflé agressivement. Tu n'es pas la bienvenue ici. Je me suis arrêté, je l'ai regardé droit dans les yeux et je n'ai pas bougé d'un pouce. Tu peux soit t'écarter, Marcus, soit je peux appeler la police, et nous pourrons discuter à nouveau des images de sécurité de l'hôpital. Il a hésité, la mâchoire serrée, mais il s'est écarté. J'ai marché devant lui et je me suis approché du podium. Le pasteur Miller avait l'air profondément mal à l'aise. Il a agrippé les bords du pupitre en bois. Valérie, a-t-il dit doucement. C'est un événement d'église privée. Pasteur Miller, ai-je dit, gardant ma voix incroyablement calme et respectueuse. Avant que ces braves gens ne donnent un seul euro sur la base de l'histoire tragique qu'on vient de leur raconter, je voudrais exactement 2 minutes de leur temps. Juste 2 minutes. La salle paroissiale entière est devenue mortellement silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. Le pasteur Miller a regardé mon père, puis Bianca, et enfin moi. À contre-cœur, il a reculé et m'a tendu le microphone. Je n'ai pas laissé ma voix trembler. J'ai regardé la foule de visages. Mon nom est Valérie et ai-je commencé. J'aime profondément mes nièces et mon neveu. Au cours des 5 dernières années, j'ai acheté leurs fournitures scolaires. J'ai payé leur camp d'été. J'ai couvert leurs factures dentaires d'urgence, acheté leurs courses quand les temps étaient durs, et je me suis présenté à chaque anniversaire et récital. J'ai fait une pause, laissant la vérité planer dans l'air. Ce que je n'ai pas fait, ai-je continué, ma voix se durcissant, c'est accepter d'annuler mon bail d'appartement, d'emménager dans un sous-sol. Et de devenir la nounou à domicile à plein temps non rémunérée pour le bébé numéro 4 simplement parce que leurs parents refusaient de gérer leurs propres finances. Bianca a instantanément commencé à pleurer, se cachant le visage dans les mains. Elle ment, a-t-elle gémi dans le pied du microphone. Elle nous a abandonnés. Je n'ai pas discuté. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, j'ai attrapé le câble adaptateur reliant l'ordinateur portable du pasteur à l'écran de projection massive derrière le podium et je l'ai branché. Alors utilisons les documents, ai-je dit. J'ai mis en miroir l'écran de mon téléphone sur le projecteur massif. La première image qui est apparue était une capture d'écran haute résolution du message texte de ma mère. La police massive s'affichait parfaitement pour que toute la pièce puisse la lire. Ton bail est terminé. Tu emménages dans le sous-sol de Bianca pour être la nounou. C'est une affaire conclue. Fais ce qu'on te dit. Un halètement collectif a parcouru les bancs de l'église. J'ai glissé vers la diapositive suivante. C'était le rapport d'incident officiel de la police du centre communautaire de Lakeview avec les détails sensibles des enfants expurgés. J'ai surligné les notes de l'officier en jaune vif. Les suspects ont sciemment abandonné 3 enfants mineurs dans une installation fermée. Ont faussement inscrit un adulte non consentant comme soignant. Les murmures dans la foule se sont transformés en chuchotements forts et choqués. Mon père regardait le sol, son visage complètement pâle. J'ai glissé à nouveau. Le projecteur a affiché le contrat frauduleux de l'école maternelle côte à côte avec une vraie copie de ma signature. La falsification était d'une évidence flagrante. Ceci, ai-je dit dans le microphone, est l'endroit où ma sœur a falsifié ma signature pour m'obliger légalement à payer les frais de scolarité de ses enfants à mon insu. J'ai glissé une dernière fois. C'était une feuille de calcul simple et propre. C'était une ventilation financière catégorisée du montant exact de l'argent que j'avais dépensé pour les enfants de Bianca au cours des 5 dernières années. Courses, uniformes, réparations, camps. Le chiffre total en bas était massif. C'était assez d'argent pour acheter une voiture de luxe. Le masque de la famille pauvre, non soutenu et trahi s'est brisé en 1 million de morceaux juste là, sur le sol de l'église. Une femme plus âgée assise au premier rang s'est levée lentement en serrant son sac à main. Bianca, a-t-elle dit, sa voix tremblante de dégoût. Tu nous as dit que ta sœur avait laissé tes enfants mourir de faim dans la rue. Tu nous as dit qu'elle ne t'avait jamais donné un centime. Marcus a paniqué. C'est une affaire de famille privée, a-t-il crié à la foule.
Un homme près de la rangée du fond a crié en retour. Alors pourquoi collectez-vous notre argent public pour ça? Le pasteur Miller s'est dirigé rapidement vers la boîte de dons blanche. Il a placé fermement ses 2 mains dessus. Cette collecte de fonds est officiellement suspendue, a annoncé le pasteur Miller, sa voix sévère et profondément déçue. L'Église n'acceptera ni ne distribuera aucun fonds aujourd'hui. Quiconque a déjà placé une enveloppe dans cette boîte peut voir le trésorier immédiatement pour un remboursement intégral de son argent. Bianca s'est levée si vite que sa chaise a grincé bruyamment contre le sol. « J'espère que tu es contente, m'a-t-elle crié, des larmes coulant sur son visage. Tu as humilié une femme enceinte devant tout le monde. » Je l'ai regardée et pour la première fois de ma vie entière, je n'ai absolument rien ressenti. Aucune culpabilité, aucune obligation, juste une liberté totale. Non, Bianca, ai-je dit calmement dans le microphone. J'ai simplement donné à tout le monde les informations précises dont ils avaient besoin pour arrêter de me blâmer pour vos terribles choix. J'ai arrêté de vous laisser utiliser votre grossesse comme bouclier pour votre malhonnêteté. J'ai rendu le microphone au pasteur, j'ai débranché mon téléphone et je suis sorti exactement par le même chemin que j'étais entré. Le silence qui m'a suivi par les portes était le plus beau son que j'ai jamais entendu. Les conséquences de cet après-midi ne sont pas restées contenues entre les 4 murs de l'église. Quand vous coupez enfin l'herbe sous le pied de manipulateurs professionnels, tout le château de cartes s'effondre rapidement. Dès lundi matin, la directrice de la garderie m'a appelé, semblant incroyablement embarrassée. Elle m'a informé qu'ils avaient examiné leurs dossiers internes et découvert plusieurs autres documents où ma signature avait été clairement falsifiée par Bianca. La garderie a instantanément retiré mon nom de tous les comptes et a exigé que Marcus et Bianca se présentent en personne pour régler leur solde en souffrance ou leurs enfants seraient renvoyés. Mardi, l'employeur de Marcus a découvert l'incident de l'hôpital. Marcus avait commis l'erreur incroyablement stupide d'utiliser son adresse courriel professionnelle officielle pour correspondre avec l'école maternelle concernant les formulaires de garantie financière falsifiés. Lorsque le cabinet d'avocats de Naomi a envoyé l'avis formel de litige potentiel à son bureau, les ressources humaines ont lancé une enquête immédiate. Ils ont découvert qu'il avait utilisé le temps de l'entreprise et l'équipement du bureau pour mener à bien des fraudes personnelles. Dans les 48 heures, Marcus a été officiellement licencié. Il m'a blâmé, bien sûr. Les gens comme Marcus blâment toujours le miroir pour montrer la vilaine tâche. La présence pathétique de Bianca en tant que blogueuse maman en ligne s'est complètement désintégrée. Quelques personnes de l'église avaient pris des photos de l'écran du projecteur pendant ma présentation et les avaient partagées dans des groupes communautaires locaux. Ces abonnés, qui avaient adoré l'esthétique soigneusement modifiée et inspirante d'une mère en difficulté, étaient complètement dégoûtés par les rapports de police et les signatures falsifiées. Une petite marque de vêtements pour bébé l'a immédiatement retirée de son programme d'affiliation. Elle a été obligée de désactiver les commentaires sur toutes ses publications après que des centaines de personnes ont commencé à la qualifier d'arnaqueuse. Mes parents ont subi un type de dévastation différent et plus silencieux. On a discrètement demandé à ma mère de démissionner de son rôle de coordinatrice des événements de l'église après que le pasteur Miller a annoncé de nouvelles règles strictes et des vérifications des antécédents pour toutes les collectes de fonds personnels. Mon père, qui avait passé des décennies à bâtir sa réputation de pilier de la communauté, a été forcé de démissionner du conseil de l'association des propriétaires locaux. Ses voisins avaient commencé à poser des questions très inconfortables sur les raisons pour lesquelles un leader communautaire respecté avait activement poussé sa fille vers la servitude financière tout en ignorant complètement les documents juridiques falsifiés. L'homme qui avait autrefois pu faire taire une pièce entière d'un seul regard intimidant évitait maintenant activement le contact visuel avec les gens dans l'allée du supermarché. Mais la conséquence la plus satisfaisante de toutes était aussi la plus simple. Ils ont finalement été forcés d'élever leurs propres enfants. Il n'y avait plus de Valérie à appeler. Il n'y avait pas de ramassage d'urgence automatique. Il n'y avait pas d'argent silencieux et invisible apparaissant sur leur compte bancaire lorsque leur terrible planification financière échouait. Un mois plus tard, nous nous sommes rencontrés pour une médiation juridique finale. Naomi était assise d'un côté d'une longue table en chêne poli avec moi. Bianca, Marcus, Sylvia et Roland étaient assis exactement de l'autre côté, blottis à côté d'un avocat bon marché qui avait l'air de leur avoir déjà dit à plusieurs reprises de se taire. Ils ne l'ont pas écouté. Marcus a immédiatement essayé d'argumenter que les signatures falsifiées n'étaient qu'un stupide malentendu concernant la permission. Naomi a calmement fait glisser les copies médico-légales des PDF sur la table côte à côte avec le contrat financier de l'école maternelle. Bianca a essayé de pleurer,
affirmant que parce que j'avais toujours aidé dans le passé, elle supposait naturellement que je continuerais à aider pour toujours. Naomi l'a regardé par-dessus ses lunettes et a déclaré « La générosité passée ne crée absolument pas un consentement juridique futur pour une fraude financière. » À la fin, ils n'avaient absolument aucun moyen de pression. Ils ont signé chaque document que Naomi a mis devant eux. Ils ont signé un accord juridiquement contraignant stipulant 0 contact direct avec moi pendant 12 mois, sauf par courriel vérifié pour des urgences absolues. Ils ont accepté de ne jamais publier mon nom ou mon image sur aucune plateforme de médias sociaux. Ils ont accepté de ne plus jamais utiliser mon nom sur aucun document lié aux enfants, formulaire médical ou contrat financier. Marcus a été forcé d'accepter un plan de paiement pour rembourser mes frais de justice. Alors qu'elle signait le dernier morceau de papier, Bianca m'a regardé de l'autre côté de la table avec des yeux rouges et gonflés. « Tu as changé, Valérie » a-t-elle chuchoté, sa voix dégoulinante de venin. Je l'ai regardée en retour, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis 33 ans. « Non, Bianca, ai-je dit. Je n'ai pas changé. Je suis juste devenue incroyablement gênante à utiliser. » Elle a tressailli violemment comme si j'avais tendu la main à travers la table et l'avais giflée. J'ai presque ressenti de la pitié pour elle. Presque. Ce même soir, après la clôture officielle de la médiation, j'ai reçu un courriel du siège social de mon réseau hospitalier. Un poste de directrice régionale principale des opérations d'urgence s'était ouvert dans notre établissement affilié à Raleigh, en Caroline du Nord. Il offrait un salaire nettement plus élevé, un meilleur horaire administratif et une chance de vivre dans une ville complètement nouvelle. 6 mois plus tôt, j'aurais immédiatement supprimé le courriel parce que je me serais senti trop coupable de laisser ma famille derrière moi. Ce soir-là, j'ai accepté la demande d'entretien avant même que ma culpabilité toxique n'ait eu le temps de se réveiller. 2 semaines plus tard, j'ai reçu l'offre d'emploi officielle. La nuit avant l'arrivée des camions de déménagement, mon téléphone a sonné d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. C'était ma mère. Sa voix semblait incroyablement petite, épuisée et vive tout en même temps. « Vas-tu vraiment déménager hors de l'État et laisser ta famille derrière toi pour quelques petites disputes de babysitting ?» a-t-elle demandé, refusant d'abandonner son illusion. J'ai regardé autour de mon appartement à moitié vide. J'ai regardé les boîtes en carton étiquetées livres, cuisine, bureau et liberté. Non, Sylvia, ai-je dit doucement. Je pars parce que je comprends enfin que ce n'était jamais de simples disputes de babysitting. C'était une exigence pour ma vie. J'ai raccroché le téléphone, bloqué le nouveau numéro et je suis retourné à mes bagages. Raleigh était magnifique, et c'était calme d'une manière qui semblait entièrement irréelle au début. Le premier matin dans mon nouvel appartement, je me suis réveillé 1 heure avant que mon réveil ne sonne parce que mon corps était encore profondément entraîné pour une crise. J'ai tendu la main vers mon téléphone, m'attendant instinctivement à voir 20 appels manqués, des urgences fabriquées, des demandes d'argent, des demandes de trajet, et des excuses que je ne devais absolument pas. Il n'y avait rien. Juste un courriel automatisé de mon nouveau superviseur d'hôpital m'accueillant dans l'équipe régionale et une alerte météorologique locale concernant la pluie de l'après-midi. J'ai préparé une tasse de café et je me suis tenu près de l'immense fenêtre du sol au plafond de mon salon, regardant la ville bouger et respirer sans avoir besoin d'une seule chose de ma part. Cela a semblé étrange au début. La paix semblait lourde, mais ensuite elle a semblé simplement belle. J'ai appris que la paix peut sembler incroyablement ennuyeuse lorsque tout votre système nerveux est habitué à survivre au chaos. Et puis un jour, vous vous réveillez et vous réalisez que l'ennui est le sentiment le plus luxueux et le plus cher du monde entier. Je me souciais toujours de Clara, Julian, Hazel et du nouveau bébé. Cela n'a jamais changé. Ce qui a changé, c'est la forme que mon amour était autorisé à prendre. Je leur ai envoyé des cadeaux d'anniversaire via un service de livraison sécurisé. J'ai contribué à un fonds d'études bloqué que Naomi m'a aidé à structurer pour que leurs parents ne puissent jamais toucher un seul centime de cet argent. Mais je n'ai plus jamais fait de babysitting. Je ne suis plus jamais devenu le plan de secours d'urgence. Les adultes qui ont créé ces enfants ont finalement été tenus d'organiser leur propre garde, de payer leurs propres factures, d'ajuster leurs propres horaires et de vivre avec le coup lourd et peu glamour de leur propre choix de vie. J'étais assise sur mon balcon un soir alors qu'une douce pluie argentée commençait à tomber sur Raleigh. Les lampadaires se reflétaient magnifiquement sur le trottoir mouillé. Mon téléphone était face vers le bas sur la table en verre. Pour la première fois de toute ma vie d'adulte,
je n'ai pas ressenti de nœud de peur dans mon estomac quant à ce qui pourrait m'attendre sur l'écran lumineux. J'ai pensé à ce barbecue du dimanche. J'ai pensé à la façon dont ils avaient ri et souri lorsqu'ils m'avaient dit avec confiance que ma vie entière n'était qu'un terrain d'entraînement pour le bonheur de quelqu'un d'autre. J'ai pensé au centre communautaire, au hall de l'hôpital, au projecteur de l'église et à la froide table de médiation. J'ai pensé au nombre de fois où j'avais confondu le fait d'être nécessaire avec le fait d'être aimé. La leçon la plus difficile de ma vie n'a pas été d'apprendre à dire le mot non. Ça a été de survivre à la colère vicieuse et explosive des personnes qui avaient passé des décennies à bénéficier de mon oui. La famille devrait être un endroit où l'amour est partagé librement, et non un système truqué où une personne est continuellement vidée pour que tous les autres puissent rester à l'aise. Aider n'a de sens que lorsqu'on le choisit librement. Quand c'est exigé, manipulé ou forcé par une lourde culpabilité, ça cesse d'être de l'amour et devient instantanément du contrôle. Mon histoire m'a appris que des limites strictes ne sont pas un acte de cruauté. Les limites sont une éducation. Elles apprennent aux autres exactement où commence le respect. Et plus important encore, elles nous apprennent que notre propre paix a une valeur immense. Vous pouvez aimer profondément les gens et refuser complètement d'être utilisé par eux. Vous pouvez vous soucier des enfants et savoir tout de même qu'il n'est pas de votre responsabilité de les élever. Vous pouvez vous éloigner d'un modèle familial toxique et devenir une personne bien meilleure et plus heureuse grâce à cela. Cette nuit-là, j'ai complètement éteint mon téléphone, j'ai écouté le bruit de la pluie frapper le balcon et j'ai souri. Pour la première fois de ma vie, personne n'attendait que je les sauve des conséquences de leur propre choix. Et pour la première fois, je n'ai pas confondu ce beau silence avec de la solitude. Je l'ai reconnu exactement pour ce qu'il était.